Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire de loi de l'égaltage consacré à l'identification et au panorama des contentieux, qui est organisé en trois parties, puisque nous avons une première partie droit des affaires, et une seconde sur droit social, sécurité sociale, et une troisième qui traitera du droit fiscal. Vous pouvez évidemment poser toutes les questions que vous voulez en utilisant la fonction converser en bas. Et nous répondrons aux questions donc au fur et à mesure, par bloc. Et si vous avez évidemment des questions techniques ou autres, n'hésitez pas aussi à les poser directement sur le chat. Alors, identification et panorama des contentieux, en fait, le contexte, nous le connaissons, bien évidemment. La pandémie a entraîné une crise sanitaire qui a entraîné un confinement qui était une situation inédite dans nos sociétés contemporaines, qui n'était évidemment pas inédite historiquement, mais qui, à partir du 17 mars dernier, évidemment, a entraîné l'arrêt complet du fonctionnement de nos sociétés, d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Alors, la perturbation évidemment de toutes nos activités, elle a été immense. Et cette perturbation, par définition, entraîne un certain nombre de risques de contentieux. Les discussions en tout genre, les modifications de situation, les problèmes de trésorerie, etc. Il n'est pas nécessaire de s'appesantir les uns et les autres. Tous avons vécu cette période et ses conséquences. Et la question qui vient maintenant que nous sommes après la phase, je dirais, de stupéfaction, nous sommes dans une phase de reprise et donc de récupération. Et la question qui va se poser, évidemment, c'est est-ce qu'il faut s'attendre à des contentieux? Oui, la réponse est évidente, qu'il y a des contentieux. Faut-il pour autant aller aux contentieux? Là, la réponse est beaucoup moins tranchée. Je pense que s'il y a un élément important à avoir en tête, c'est que il n'y a pas que le contentieux devant les juridictions étatiques, il y a aussi les modes alternatifs de règlement des conflits, la médiation, la conciliation, voire l'arbitrage, comme moyen de régler un conflit. Et puis il y a tout simplement l'approche classique de négociation et de renégociation. Alors, on sait que, évidemment, les juridictions n'ont pas fonctionné correctement, c'est un euphémisme, et que la reprise va être extrêmement compliquée. Elle va être compliquée tout simplement parce que les délais vont s'allonger en raison de l'encombrement et du fait qu'il n'y a pas eu d'activité pendant quelques temps. Donc, ça justifie évidemment de réfléchir très sérieusement et avec précision à ce que l'on peut faire. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir en identifiant les différents types de risques contentieux et évidemment les solutions à apporter avec nos experts. Et d'abord en droit des affaires qui sera divisé en quatre parties. Une première sur la question de droit commercial avec maître Benjamin Balancy, donc avocat associé cabinetage, Hervé Gabadou, qui lui est spécialiste du droit de l'informatique, Éric de Fenolf, qui intervient sur tout ce qui est droit public, un domaine qui a été fortement sollicité évidemment, et puis enfin Karine Darnajou-Pourreau, qui parlera des conséquences en droit pénal, puisque le droit pénal est là aussi, je dirais, à l'honneur. On va peut-être commencer directement avec Benjamin Balancy. Benjamin, est-ce que en droit des affaires, tu peux nous dire quels sont les points de contentieux qu'il est important d'avoir à l'esprit? Merci Arnaud. Bonjour à tous, je me présente peut-être rapidement. Donc, je suis associé en droit commercial avec une activité qui est environ 50% de conseil et 50% de contentieux. Avant de répondre directement à ta question, un petit mot sur l'ambiance aux tribunaux. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les derniers mois, on a fonctionné de manière extrêmement dégradée, c'est-à-dire qu'il y avait très peu d'audience. On a eu quelques audiences de manière dématérialisée dans lesquelles on a pu plaider via vidéoconférence. Mais globalement, l'activité judiciaire s'est arrêtée. Aujourd'hui, on voit que ça redémarre assez fort. Nous, pour nos clients, on a envoyé un certain nombre d'assignations et nos clients ont reçu un certain nombre d'assignations. On est au début des contentieux qui sont liés à la période
du Covid, et on pense que ça va s'accélérer. Alors, pour répondre à ta question, quel est le principal type de contentieux auquel on fait face aujourd'hui? Il est clair, et on l'avait prévu, c'était assez prévisible, c'est le contentieux d'inexécution. Durant la période de Covid, on a eu un certain nombre de fournisseurs ou nos clients, de fournisseurs de nos clients, ou nos clients eux-mêmes n'ont pas pu exécuter convenablement leur contrat, soit ils n'ont pas pu livrer dans les temps, soit ils n'ont pas pu livrer du tout. Tout le contentieux, et on s'y attendait également, va se cristalliser autour de la notion de cas de force majeure. Est-ce que ces inexécutions vont pouvoir être justifiées par la force majeure liée à la pandémie? On avait déjà apporté quelques éléments de réponse. On avait clairement indiqué que tout le contrat conclu avant le 15 mars était sans doute éligible à prétendre à la force majeure. Pour autant, on avait aussi également précisé que ce serait au cas par cas qu'il faudrait démontrer devant la juridiction que la pandémie a véritablement empêché, rendu impossible l'exécution du contrat. On a déjà des premières décisions de justice qui viennent confirmer, notamment une décision de Colmar, peut-être une des premières décisions qu'on a eues dès le mois d'avril à Colmar, qui est venue confirmer que la pandémie pouvait constituer un cas de force majeure. Mais on a surtout eu récemment, à la fin du mois de mai, une décision EDF qui vient redire que la situation actuelle pouvait constituer un cas de force majeure. Ça, on le savait, mais surtout, elle vient rappeler que le cas de force majeure est un sujet contractuel, c'est-à-dire qu'il va falloir aller regarder dans le contrat la façon dont a été rédigée la clause de force majeure. Et là, on est un peu en train de réanimer ces clauses qu'on n'a pas utilisées depuis assez longtemps. Le troisième point sur lequel il est important de revenir en termes d'exécution, c'est le paiement des factures. On a beaucoup de clients qui sont face à des groupes ou des sociétés qui ont décidé d'arrêter de payer leurs fournisseurs durant cette période. Les premiers courriers qu'on a échangés avec eux, on a des réponses sur la force majeure, en nous expliquant qu'on n'a pas payé en raison de la pandémie. Et là, on peut le redire très clairement, il n'y a aucune possibilité de s'exonérer du paiement de ces factures en invoquant le cas de force majeure. Et ça, c'est un contentieux important qui vient devant nous. C'est le contentieux du recouvrement lié à cette période. Les problèmes de trésorerie ne justifient pas le non-paiement des factures. Arnaud, je crois qu'on t'entend pas. Merci Benjamin. Ça c'est sur la question de l'inexécution effectivement, avec ce point important qui est que il faut en fait s'intéresser au contrat, et donc ça remet vraiment en avant la question contractuelle. Précisément, est-ce que du fait qu'on est dans une situation contractuelle, il n'y a pas aussi une autre approche possible à un potentiel conflit, par exemple des renégociations? Alors, c'est le deuxième point, le deuxième sujet en ce moment. Nous, on travaille beaucoup avec nos clients sur la renégociation des contrats. Un certain nombre de contrats contiennent, par exemple, des engagements de volume. Il est clair que suite à 2 ou 3 mois d'inactivité, les engagements de volume ne vont pas pouvoir être tenus. On a également des clients qui ont des parcs immobiliers sur lesquels on est en train de renégocier les baux. On négocie soit éventuellement des franchises de loyer, soit on négocie des modifications du prix des baux. Et donc, on est sur un sujet de renégociation. On a aussi une renégociation qui est très importante, c'est celle sur le prix. Puisque la crise a fortement impacté les conditions économiques et donc pas mal d'opérateurs sont en train de renégocier les prix. On le fait sur la base des outils classiques, donc sur la base de la bonne foi, qui reste l'élément directeur lorsqu'on fait une renégociation ou une négociation. On le fait dans certains cas sur la base du concept d'imprévision qui a été introduit dans le Code civil en 2016 et qui permet, lorsqu'il y a des modifications économiques importantes, d'exiger et d'obtenir une renégociation de bonne foi des contrats. Et puis, évidemment, on regarde avec attention toutes les clauses de renégociation. On a des exemples de renégociation qui tournent mal. Et là, je n'ai pas encore de contentieux pour en parler, mais on a déjà des pré-contentieux. On a par exemple, je donnerai un seul exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais on a notamment un client qui se voit imposer par son fournisseur une augmentation de 50% des prix. Il est face à un groupe asiatique, c'est une décision qui a été prise en Asie, et on voit une augmentation de 50% des prix. Donc, en ce moment, on est en train d'expliquer à ce fournisseur que ce qu'il est en train de faire constitue probablement un abus de position dominante, puisqu'il est en position dominante sur le marché concerné,
constitue probablement une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité, mais on sent qu'on ne va pas forcément parvenir à une négociation et on va sans doute devoir aller saisir les tribunaux sur ce sujet-là. Voilà le deuxième type de contentieux qu'on peut avoir. Et alors, toujours en termes de retour d'expérience, qu'en est-il à ce moment-là si on n'arrive pas à négocier et à renégocier, ce qui évidemment n'est pas toujours possible, même si évidemment le principe de bonne foi imposerait que les deux parties se mettent autour de la table. Dans ta pratique, dans ce que tu vois, qu'en est-il des possibilités de résiliation à ce moment-là? Alors, les sujets ne sont pas nécessairement liés, mais il est vrai que quand on n'arrive pas à renégocier, souvent on part sur une résiliation. Mais on a aussi des cas, et ça c'est, je dirais, plus fréquent, et on le constate chez nos clients, on a des clients qui opèrent des tris dans leurs fournisseurs. C'est-à-dire que c'est le moment où on rationalise un petit peu ces approvisionnements, et on va trier et résilier un certain nombre de contrats pour optimiser les chaînes d'approvisionnement. Et là, il y a un contentieux important qui va venir, puisque on ne peut pas le faire de manière simple. Il faut quand même observer à minima le préavis contractuel, mais souvent, lorsqu'on a des fournisseurs d'une durée avec lesquels on entretient une relation un petit peu plus longue ou un petit peu longue, il va falloir observer un préavis beaucoup plus long pour éviter la rupture brutale. Et là, on constate déjà, on a déjà des assignations sur ce sujet-là, de clients qui ont résilié des contrats et qui se sont fait assigner à la suite, dans les derniers jours, qui viennent de se faire assigner pour rupture brutale des relations commerciales établies. Donc, ça veut dire que la pandémie est l'occasion à une réflexion sur les fournisseurs et les partenaires qu'on a. En revanche, il faut continuer à observer les règles classiques de résiliation pour éviter un contentieux devant les tribunaux. Pour conclure, Arnaud, et après j'en aurai fini, nous, ce qu'on voit quand même, c'est une multiplication des contentieux et on pense que les tribunaux de commerce en particulier vont être débordés et on a déjà beaucoup de mal à obtenir des dates rapprochées. Oui, alors ce qui, encore une fois, est une situation qui pousserait plutôt à essayer aussi des modes alternatifs, c'est-à-dire soit médiation, conciliation, pour essayer de sortir d'un conflit plutôt que de se précipiter effectivement vers le recours classique au juge. Rappelons que les juridictions ont été, même si c'est de manière inégale, ont été particulièrement affectées et que faisant suite de toute façon déjà à une période difficile, ça veut dire que les délais, période difficile due notamment aux contestations qu'il y a pu y avoir et aux difficultés de fonctionnement des juridictions, on s'attend à ce que les délais soient particulièrement allongés pour traiter un certain nombre d'affaires. Donc, il faut réellement prendre en compte cet aspect, cet élément-là, lorsqu'on aborde aujourd'hui une situation de conflit. Très bien, merci Benjamin. On va se tourner vers un autre domaine. Alors, un autre domaine qui, là aussi, a été mis à l'honneur avec la pandémie, c'est tout ce qui relève au sens large de l'informatique et du digital. Peut-être que là, on peut se poser la question de savoir si la crise a entraîné des conflits dans les contrats, notamment informatiques. Comment est-ce qu'on aborde, et en termes de retour d'expérience, Hervé, comment est-ce qu'on aborde cette question de la perturbation de la Covid et des contrats IT? Bon, alors, la Covid-19 a créé un certain nombre de situations et a amené un certain nombre de clients à prendre des décisions. Pour répondre à ta question, en fait, je dirais qu'il faut, avant de prendre des décisions hâtives, réaliser d'abord un diagnostic de la situation. Pourquoi? En matière de conflit, en matière de contrats informatiques, les contrats informatiques sont des contrats qui reposent sur trois règles. Ce sont des contrats complexes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut arrêter un projet ou arrêter une prestation de type production informatique, on n'a pas toujours d'alternative. Et donc, il faut se poser la question de savoir si effectivement, tel choix de logiciel, est-ce qu'il y a d'autres produits sur le marché ou pas? Ça a l'air d'être du bon sens, mais il faut me le dire et y réfléchir avant. La technicité du projet fait que les rôles des parties sont imbriqués. Les parties elles-mêmes sont
sont parfois très techniques ou pas du tout. Côté maîtrise d'ouvrage, côté client, on n'est parfois pas disponible. Enfin, bon, les situations sont complexes. Ensuite, la rédaction du contrat elle-même est fondamentale. Donc, il faut se poser la question de savoir si, lorsqu'on envisage un conflit qui peut se baser sur une décision du type arrêt de projet, hein, ou tout simplement arrêt d'une production informatique externalisée, est-ce que le contrat sur lequel on peut reposer cette décision, qu'on appelle le référentiel, est en notre faveur? Et d'expérience, ce n'est pas toujours le cas. À la faveur d'ailleurs pour certains autour de la table, peut-être qui connaissent la jurisprudence Maïf-IBM, il y a eu des réflexes en matière de projets informatiques qui ont radicalement modifié la rédaction des contrats, en défaveur parfois du client. Ensuite, c'est une œuvre de collaboration, un projet informatique, ça se fait à deux. Et là, c'est pareil, parfois on se rend compte que les parties l'oublient, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un projet informatique, il faut qu'il y ait un prestataire et un client. Un client qui valide, un prestataire qui œuvre et qui assure la maîtrise d'œuvre du projet. Un client qui ne serait pas là pour valider le projet serait dans une situation difficile. Alors, je rappelle tout ça parce que c'est un décorum qu'il faut avoir à l'esprit avant de prendre une décision. Une fois qu'elle est prise, c'est trop tard. Alors, quelles sont les situations qui ont été provoquées par la Covid? Évidemment, de manière factuelle, il y a eu des retards dans certains projets, du fait du confinement, par exemple. Il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau de la DSI de suspendre, voire d'arrêter certains projets technologiques qui étaient jugés non prioritaires. Et puis, côté production informatique, il y a certains services qui ont été perturbés. Confinement des sous-traitants, pas de plan de continuité d'activité. Et puis, il y a aussi, et c'est ce que je vois aujourd'hui, il y a certains clients qui viennent me voir en disant on a été mécontents avant, on est encore plus mécontents depuis. Donc, en gros, cristallisation des mécontentements qui étaient antérieurs à la crise. Alors, ce que je dis simplement aux clients, c'est vous allez prendre des décisions post-Covid, il est urgent de réfléchir. Vous voulez renégocier, alors pour renégocier, j'ai parfois et souvent d'ailleurs des clients qui viennent me voir en disant je veux faire un audit. Il y a une clause d'audit qui est prévue dans le contrat, je veux réaliser un audit. Alors je leur dis ok, très bien, mais c'est une mesure d'instruction qui évidemment, quand vous allez questionner le prestataire informatique, le prestataire, lui, il va vouloir avoir le rapport de l'audit pour pouvoir le discuter. Il va y avoir une discussion contradictoire sur ce rapport. Alors, si vous voulez renégocier alors que le rapport d'audit donne une responsabilité à 50-50, ce n'est pas la même chose que s'il donne une responsabilité à 60-40. Donc, ça veut dire qu'il faut faire les choses, et en particulier un audit, en ayant réfléchi sur son référentiel, le contrat que j'évoquais tout à l'heure, et les griefs qu'on a vraiment à l'égard du prestataire, et puis se regarder aussi soi-même, vérifier qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est une œuvre de collaboration. Est-ce qu'on a bien collaboré? Est-ce qu'on était bien disponible? Est-ce qu'on avait les bonnes ressources au bon moment? Est-ce qu'on a bien validé? Est-ce qu'on n'a pas fait dériver nos besoins, etc. Bon, et puis sinon, il y a le choix, effectivement, d'arrêter. Alors, l'arrêt, il peut être le fait, effectivement, d'une clause qu'évoquait tout à l'heure Benjamin, une clause de force majeure. Dans les clauses de force majeure, il y a une période de suspension, et puis si la prestation est rendue impossible, il y a une faculté de résiliation qui est prévue dans les clauses. Donc celle-là, on peut effectivement l'utiliser si on rentre dans le cas de force majeure, fait extérieur, irrésistible, imprévisible. Maintenant, il y a la résiliation. Dans un contrat projet, c'est-à-dire un contrat de délivrance d'une solution informatique, résilier pour le manquement suppose la démonstration des griefs. Ce qui n'est pas aisé, comme je le disais tout à l'heure, il faut d'abord regarder quelle est sa situation et comment on a géré nous-mêmes le contrat. Ou alors, il y a la résiliation pour simple convenance. Mais dans ce cas-là, il y a un chèque à payer. La plupart du temps, il y a une indemnité qui est versée. Et on peut se poser la question de savoir si la simple convenance est une clause de résiliation habituelle dans les contrats relatifs à des projets informatiques. Ce n'est pas souvent le cas. Ce sont des contrats à exécution instantanée, ce ne sont pas des contrats à exécution successive. Ce n'est pas le même cas de la sortie des contrats d'externalisation qu'on appelle d'outsourcing, où là, il faut faire attention aux conséquences. C'est-à-dire le fait de passer d'un prestataire chez qui on était pendant 5 ans
Pour aller vers un autre prestataire, ça se prépare, ça s'appelle de la réversibilité. Il faut qu'il y ait un plan de réversibilité. Passer chez un autre prestataire, ça s'appelle même un transfert, parce que réversibilité, c'est le retour à soi, le transfert, c'est vers un autre prestataire. Et vous comprendrez bien que lorsqu'un prestataire sort, il est moins motivé à fournir une prestation jusqu'à la fin du contrat. Et le nouveau prestataire, lui, est très motivé à rentrer. Donc, il faut que quelque part, on prévoit contractuellement, ou pas, le rôle du client dans l'arbitrage et dans l'orchestration de cette sortie et de cette rentrée auprès du nouveau prestataire. Il m'est arrivé dans le passé d'avoir effectivement à faire face à des contrats dans lesquels il n'y avait pas de plan de réversibilité. Et dans ce cas-là, on a recours au juge pour faire désigner quelqu'un, une sorte de tiers de confiance qui assure la conformité du plan de réversibilité aux règles, aux normes, aux standards qui sont les normes utiles, pour ne pas la nommer. Enfin, pour terminer, les situations contractuelles en cas de conflit, il peut y en avoir aussi. Il ne faut pas les oublier. Lorsqu'on envisage de sortir, peut-être que, alors déjà dans un premier temps, et en fonction de l'analyse qu'on a fait, il peut être utile de parler au prestataire parce que le prestataire n'aime pas les conflits. Il ne veut pas que ça se sache qu'il y a un conflit informatique. C'est son cœur de métier. Il veut pas, donc, trouver une solution, ce n'est pas infaisable. C'est sûr que si on a un levier de négociation en ayant fait cette analyse d'abord et en se disant que finalement, j'ai une responsabilité, moi, à 40% et vous à 60%, on a plus de levier que si on est à 50-50. Bon, ensuite, il y a des clauses d'escalade dans les contrats qui permettent de faire prendre une décision par le top management, c'est-à-dire par les décideurs. Entrer en négociation alors qu'on n'a pas de pouvoir de décision, ce n'est pas un bon plan. Bon, et ensuite, effectivement, ce que tu citais, Arnaud, la médiation, je l'ai utilisée il n'y a pas tellement longtemps, ça marche très bien. J'avais même utilisé dans un premier temps un audit et puis ensuite, dans un deuxième temps, la médiation et j'avais fait désigner un ancien DSI en tant que médiateur. Et le médiateur, il cherche à faire quoi? Alors, ce n'est pas contradictoire, il cherche simplement à trouver un accord entre les parties. Donc, il va aller voir une partie, il va l'interroger et se demander quels sont ses griefs et comment voir s'il y a une solution qui vous permette de concilier les parties. Il va voir l'autre partie, il va faire la même chose, et puis s'il trouve un point d'accord, il médie, on trouve un accord, un compromis. Voilà. Et puis, l'avantage que ça a, c'est que c'est confidentiel. Je ne peux pas déborder sur mon temps. Est-ce que tu… Voilà. Merci beaucoup Hervé. Donc, on voit quand même que dans les contrats dits IT, donc dans les contrats qui sont liés au qui est informatique, notamment projet informatique, il y a quand même une situation, un contexte de complexité un peu plus grand et qui impose effectivement de bien réfléchir avant d'entrer dans une phase de sortie ou d'aménagement. Je trouvais intéressant de parler des clauses de force majeure parce que par rapport à la décision de jurisprudence qui a été citée, l'affaire EDF, elle valide effectivement clairement cette clause de force majeure qui prévoyait la possibilité de suspension en cas de force majeure des prestations et si cette suspension durait un certain temps, ouvrait la possibilité d'une résiliation. Donc, ces clauses ont été validées, ce qui permet de réfléchir aussi pour le futur, pour les contrats qu'on va conclure maintenant et dans le passé, à sans doute travailler avec plus de précision, en tout cas beaucoup de précision, les clauses de force majeure, tout simplement parce qu'on entend dire partout que des pandémies, il va y en avoir d'autres, sans même parler des questions de seconde vague ou pas. Et puis, dernier point, la médiation, donc, que tu as évoqué. Rappelons très clairement pour les participants, la médiation et la conciliation a ce grand avantage, évidemment, d'avoir une situation d'accompagnement non coercitif pour trouver un règlement. C'est-à-dire qu'on nous ne sommes pas face à un juge avec une procédure, nous ne sommes pas face à un arbitre avec là aussi une procédure contentieuse, nous sommes réellement dans une situation où il y a un facilitateur de négociation et la conclusion du conflit est aux mains des parties, puisque ça se fait par une transaction qui est acceptée. Donc, je pense que c'est réellement un point important qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui, parce que, outre la question de confidentialité, il y a aussi le temps et une forme de flexibilité qu'on a sans doute
qu'on a, pas sans doute, mais que nous n'avons pas, évidemment, avec les procédures contentieuses. Oui, Alors merci, on va… oui. Oui, non, juste un petit point d'attention, c'est qu'effectivement, les contrats prévoient la plupart du temps des conciliations préalables à la saisine du juge, et que si jamais on faisait abstraction de cette conciliation, notre démarche serait irrecevable vis-à-vis du juge. Tout à fait, absolument, c'est un point important. Alors, je vous rappelle que nous sommes ici pour essayer d'avoir des retours d'expérience, donc n'hésitez absolument pas à poser des questions, je vois qu'il commence à y en avoir, n'hésitez pas à poser des questions auxquelles nous allons répondre. Nous prenons un temps de réponse à la fin des interventions. Alors, je vais me tourner maintenant vers Éric de Fedon pour envisager cette fois-ci la question des conséquences de la Covid-19 en droit public, parce que Dieu sait que le droit public a été sollicité durant cette période. Et donc, Éric, qu'est-ce qu'on peut dire sur les contentieux post-Covid-19 dans un contexte de droit public des affaires? Bien, merci. Le droit public a été le plus saisi et le plus rapidement saisi des questions liées au Covid. Parce que comme il est le droit des actes administratifs, il a bien évidemment été saisi des questions relatives au confinement et de toutes les questions connexes, restrictives, relatives aux mesures restrictives de liberté, avec les fermetures administratives, la liberté d'aller et venir. Et on a vu assez vite des décisions en matière de vélo en ville, de prescription médicale, de liberté du culte, de caméras thermiques. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, puisque notre sujet aujourd'hui, c'est le droit des affaires et en l'occurrence le droit public des affaires. Donc notre sujet, c'est la question de l'exécution des contrats publics et du rapport entre les personnes publiques et leurs co-contractants dans l'exécution de ces contrats perturbés par le Covid et surtout par les mesures de restrictions qui ont accompagné le Covid. Il y a deux grandes typologies de contrats qui, dans mon expérience, sont concernées. Il y a les contrats de travaux et les contrats de services. Les contrats de travaux, les marchés de travaux, marchés de partenariat ou concessions, ont été particulièrement impactés parce qu'il y a eu une interruption des chantiers. Première phase, il y a eu une interruption des chantiers. À partir du 15 mars, le 16 mars, les chantiers sont arrêtés et il n'est pas possible de les poursuivre. Il ne sera donc pas possible, très probablement, de tenir les délais. Ensuite, il y a une deuxième phase qui commence vers le 27 avril environ, qui est la reprise progressive des chantiers, mais dans un mode dégradé. Dans un mode dégradé parce que cette reprise s'accompagne de mesures sanitaires évidentes, de protection des salariés, avec des équipements individuels, avec des gestes barrières, avec des mesures barrières, notamment dans le logement des ouvriers sur les chantiers, dans les bases vies. Et cette reprise progressive en mode dégradé s'accompagne d'un rendement faible. On n'aura pas nécessairement sur une semaine de chantier, une semaine de calendrier qui sera exécuté par rapport au calendrier initialement prévu. Donc, d'où deux points de discussion. Le plus simple et le plus évident, même s'il peut prêter à discussion, c'est l'exonération des éventuelles pénalités de retard, parce que lorsqu'il n'a pas été possible de travailler, les retards ont été pris. Et ensuite, lorsqu'il est possible de reprendre, mais qu'en mode dégradé, il faudra voir quel est le retard si une semaine de reprise avec le protocole OPP-BTP va correspondre à 2 jours ou 3 jours d'avancement du chantier ou 1 jour d'avancement du chantier. Il y aura une matière à discussion, mais une fois que cette discussion sera arrivée à terme, on aura une question de remise des pénalités qui sera assez légitime. Le deuxième volet qui est beaucoup plus compliqué, c'est un volet sur les surcoûts. Il y a les surcoûts en phase arrêt de chantier, les coûts d'immobilisation, et puis il y a les coûts en reprise de chantier avec toutes les mesures barrières, des équipes qui doivent tourner de manière différente, des logements d'ouvriers sur les chantiers qui ne peuvent plus se faire dans les mêmes conditions, des sanitaires qui ne peuvent pas être utilisés dans les mêmes conditions, des bases vie qui doivent être augmentées en superficie, et tout ça, ça génère des coûts supplémentaires. Donc là, c'est un vrai sujet pour les personnes publiques maîtres d'ouvrage dans leur relation avec les entreprises générales et avec tous les intervenants sur les chantiers, avec une question de chaîne de production, puisqu'on peut avoir la force majeure entre la personne publique et l'entreprise générale, mais il y a une difficulté si entre l'entreprise générale et les loueurs de matériel, on arrivait à dire qu'il n'y a pas force majeure et que les loueurs de matériel pouvaient se faire payer la location de matériel. L'entreprise générale aurait tendance à refacturer cela à la personne publique
qui, elle, va insister sur le fait que s'il devait y avoir force majeure, la force majeure s'appliquerait à tous les niveaux. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est qu'on va être un contrat public, dans l'analyse d'un contrat public entre la personne publique et ses contractants, et en cascade en dessous, un certain nombre de contrats de droit privé. Et on peut avoir une distorsion, une divergence dans l'application de la force majeure entre ces deux niveaux, puisque un chantier, c'est un chantier public, c'est un contrat public, et en dessous, une multitude de contrats privés. Donc ça, c'est un point relativement important. En dehors des marchés publics classiques, sur les marchés de partenariat et des concessions, on a eu un autre sujet, c'est que le partenaire ou le concessionnaire est maître d'ouvrage, et c'est donc lui qui est en principe responsable de l'ouvrage et qui a les liens avec les concepteurs, les constructeurs. Il n'y a pas de sous-traitant vis-à-vis de la personne publique, il y a des sous-traitants que vis-à-vis du maître d'ouvrage. Et là, il y aura un sujet important. En général, les contrats sont assez bien faits en prévoyant des causes légitimes avec une projection dans l'avenir sur les coûts d'immobilisation et aussi pour ces contrats incluant le financement, l'enjeu très important que peut être les coûts liés au financement, frais financiers intercalaires et recalage, si on a fixé les taux, recalage des swaps. Ça, c'est pour les contrats de travaux. Sur la partie contrat de service, c'est le deuxième volet de l'action administrative, c'est que la vie et la ville sont faites d'une multitude d'équipements publics qui offrent des services à la population. Alors, la plupart des services ont fonctionné et fort heureusement, on a eu de l'eau, on a évacué les eaux usées et les poubelles ont été enlevées. Les services hospitaliers ont fonctionné plus ou moins bien, mais l'ensemble des services essentiels ont fonctionné. On parle ici des services un peu moins essentiels au sens survie, mais qui sont essentiels quand même dans la vie de tous les jours. On parle des salles de spectacle, des piscines, des patinoires, des parcs de loisirs, des centres de congrès, de la restauration scolaire. Tous ces services ont été peu ou prou mis à l'arrêt. Même le stationnement a été rendu gratuit, le stationnement payant a été rendu gratuit dans la plupart des villes. Tous ces services ont été suspendus dans leur exécution avec des fermetures administratives et peu ou prou, certains d'entre eux commencent à reprendre eux aussi en mode dégradé. Une piscine sera ouverte avec une fréquentation maximale instantanée divisée par 3 ou 4 pour des raisons sanitaires. Une salle de spectacle serait ouverte avec un siège sur 4, un siège sur 2, on ne sait pas encore. Et toutes les semaines, les règles évoluent. Et si on doit avoir le même plateau artistique avec un siège sur 4, eh ben on a une distorsion importante entre les produits et les charges. Et donc, pour produire le même service et pour offrir le même service, on a des coûts résiduels qui sont très importants. Donc là encore, il faudra distinguer les deux hypothèses. Je passe sur la plaisance où pendant un certain temps, on a eu le droit de naviguer, mais pas d'accéder au port de plaisance. Donc ça, je ne sais pas comment on faisait, mais c'était quand même une question assez délicate. Alors là aussi, il faut traiter, les sujets sont traités en deux étapes, la fermeture administrative et les coûts, parce qu'un bâtiment, quand il est fermé, il continue à produire des coûts. Même si tout le personnel est en chômage partiel, même si le bâtiment est fermé, il y a du gardiennage, il y a de la maintenance minimale. Et le deuxième élément, c'est la réouverture en mode dégradé. Mode dégradé parce qu'on a des charges plus importantes compte tenu des contraintes plus importantes et des produits moins élevés parce qu'on peut accueillir moins de personnes. Et là, la question qui sera importante en droit public, ce sera la possibilité pour un co-contractant d'absorber le déficit strictement lié à cet épisode, à ces deux épisodes, fermeture et reprise en mode dégradé, sur la durée de son contrat, avec, dans la théorie de l'imprévision qui est depuis très longtemps et qui existe depuis très longtemps en droit administratif, deux niveaux de questionnement, le seuil de déclenchement, à partir de quel niveau de déséquilibre il y a imprévision, et la répartition des coûts d'imprévision, quel est le niveau de compensation publique de l'imprévision, parce qu'il ne sera jamais à 100% du déficit d'exploitation lié à l'imprévision. Et là, la jurisprudence varie. On a eu 7% laissés à la charge du co-contractant, ou 20% laissés à la charge du co-contractant, et la jurisprudence évoluera encore, puisque les discussions sont en cours et elles ont du mal à aboutir à ce stade. Voilà sur le volet droit public des affaires et contrats. Merci beaucoup, Eric. Alors, avec le temps tourne, donc sans attendre, je passe la parole à Karine Darnajou-Pouot pour les aspects de droit pénal. Il faut mettre ton micro, Karine. Effectivement, avec le micro, c'est beaucoup mieux. Bonjour. Donc, effectivement, la pandémie n'a pas été sans
impact d'un point de vue de droit pénal. Tout simplement, comme tout à chacun a pu le constater à titre individuel, puisque le confinement s'est accompagné de nouvelles entraves à des libertés d'aller et venir, et qui étaient, enfin entraves façon de parler, hein, puisque bien évidemment c'était pour la protection de tous, mais qui, en tout état de cause, a donné lieu à des infractions nouvelles entre guillemets, qui permettaient d'intervenir sur des décalages d'activité des personnes au quotidien. Mais au-delà de ça, on pense plutôt droit des affaires. Alors, en quoi le droit pénal peut avoir un impact au niveau en termes de pandémie? Tout simplement parce que au-delà de la sécurité de chacun des individus, les employeurs ont une obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la santé physique et mentale des travailleurs. On retrouve également d'ailleurs le même type d'implication au niveau des collectivités territoriales et d'État, puisque en termes de mise en danger de la vie d'autrui, les modalités sont un peu les mêmes. Et donc là, on s'est trouvé face à une recrudescence, nonobstant le fait que l'activité judiciaire en tant que telle, pénale, s'arquait surtout sur des questions de comparution immédiate, des choses comme ça, et que ce qu'on appelle la délinquance en col blanc a été un peu mise de côté en termes de traitement judiciaire devant le tribunal correctionnel notamment. En tout état de cause, il y a énormément de règles complémentaires qu'ont dû intégrer notamment et tout particulièrement les employeurs. Pourquoi? Parce qu'on a des qualifications juridiques qui sont mises en exergue dans le cadre du confinement, du déconfinement, de la poursuite d'activité, puisque bien évidemment, une bonne partie des entreprises a continué, et heureusement d'ailleurs, à travailler pendant la période de pic de pandémie. Donc, on a nonobstant de nombreuses difficultés se sont fait jour en termes de prévention. Et on a, au-delà de cette question de prévention, on a maintenant des plaintes qui sont déposées pour des infractions diverses qui peuvent être de la mise en danger de la vie d'autrui, bien évidemment, c'est la première à laquelle on pense. Et c'est en fait exposer directement autrui à un risque immédiat de blessure ou de nature à entraîner une mutilation, une infirmité permanente par la violation d'un manifestement délibéré d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi et le règlement. Alors ça, c'est la première chose à laquelle on pense, et l'actualité est assez récente sur ces divers points, puisque vous pouvez voir dans la presse de manière régulière les échos qui sont faits sur les plaintes sur ce point. On reviendra éventuellement ultérieurement sur les éléments de défense qui existent bien évidemment. Mais déjà, la première infraction qui prend de l'ampleur dans le cadre d'une démarche post-Covid, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Mais il y a aussi, au-delà, le respect des règles de santé et de sécurité au travail. Là, on va chercher plus la responsabilité directement du représentant légal ou de son délégataire pour des fautes relativement ponctuelles, mais qui peuvent avoir des incidences en termes de protection et de sécurité du salarié. On pense également, et bien évidemment, là, on pourrait parler d'un cran supplémentaire, c'est l'atteinte involontaire à l'intégrité ou à la vie du salarié. Et là, on a une dichotomie qui est effectuée en fonction de l'interruption temporaire de travail, si elle est supérieure ou inférieure à 3 mois. Si évidemment il y a décès, les impacts sont différents. Donc, la première chose qui frappe l'intérêt dans le cadre d'un contentieux post-Covid, c'est toute la nécessité de se prémunir autant que possible. C'était déjà le cas pendant le confinement, mais bien évidemment, la continuité de l'activité pendant le confinement, mais c'était également le cas maintenant, parce que ce n'est pas trop tard pour justement adapter sa façon de travailler, sa façon de prémunir ses salariés des difficultés. Et il y a évidemment des éléments à prendre en compte d'ores et déjà, dès maintenant, pour prévoir une défense dans le cadre d'une éventuelle plainte qui pourrait être déposée dans le cadre d'une entreprise. Voilà, ça c'est un point très important, parce qu'il faut mieux anticiper ce type de défense. Ça passe par le document unique d'évaluation des risques, ça passe par plein d'autres choses, il y a les fiches qui ont été mises à disposition par le ministère du Travail, par exemple, on se posera la question de la valeur juridique de ces
de ces fiches, mais pour autant, elles donnent autant de cadres et d'idées sur lesquelles on peut s'appuyer pour se prémunir justement d'un risque contentieux ou en tout état de cause pouvoir faire face si effectivement on se retrouve confronté à ce type de contentieux. Ce qu'il faut prendre en compte également, mes prédécesseurs l'ont évoqué, bien qu'on parle de pénal, on se retrouve dans la même situation. Pour ce type d'infraction, on peut se retrouver sur quelque chose qui dure dans le temps. Et le véritable moment où on aura justifié des protections et des précautions qu'on a prises et mises en œuvre, ça sera un moment où on sera, on peut l'espérer, complètement en décalage par rapport à ce qu'on traverse aujourd'hui. Et les juges auront un recul qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. Et c'est un des risques majeurs post-Covid, bien évidemment. Après, au-delà de cet aspect protection, précaution et curatif, entre guillemets, il y a un autre aspect qui sera mis en exergue dans la période post-Covid qui s'est déjà entamée, c'est bien évidemment les conséquences de la mise en œuvre de l'activité partielle. On a l'État pour protéger autant que faire se peut l'emploi a donné des capacités supplémentaires aux entreprises de recourir à l'activité partielle. Qui dit possibilité de recourir à l'activité partielle veut bien évidemment dire également qu'on aura des contrôles supplémentaires sur cette mise en œuvre et sur le fait qu'on puisse en avoir bénéficié. Alors, quand on voit ce point-là, on parle bien évidemment, on a déjà annoncé des contrôles sur ces sujets-là. De toute façon, c'est d'ores et déjà visé directement par le code pénal et le code du travail. Et il est prévu la peine maximale, c'est 2 ans d'emprisonnement, 3 000 € d'amende pour le fait d'avoir recouru de manière illicite à l'activité partielle. Ça veut dire concrètement que vous faites travailler des salariés alors qu'ils sont en activité partielle. Voilà. Donc, c'est surtout ces points-là. On parle également de délit d'entrave, des instances représentatives du personnel, bien évidemment. Voilà, c'est surtout ces éléments-là qui sont les éléments phares en pénal et qui reposent également sur les expertises des uns et des autres parce que le droit pénal a cet avantage d'être transversal et de toucher autant les questions de droit fiscal, de droit du contrat, parce qu'on parle également de pratiques commerciales trompeuses éventuellement. Bon, bref, c'est quelque chose d'assez transversal et c'est certain que le droit pénal aura de beaux jours devant lui. Oui, c'est toujours surprenant d'entendre dire que le droit pénal est de beaux jours devant lui. Oui, paradoxalement. Pour ceux qui se retrouvent confrontés à cela. Mais effectivement, c'est anticipé en fait. Voilà, le risque pénal est fondamental et doit être pris en compte. Et je pense que ça, c'est un point intéressant que vous voyez tous arriver d'ailleurs dans vos pratiques. Alors, nous sommes arrivés à la partie où nous devrions passer au droit social et sécurité sociale, mais il y a quand même quelques questions et je voudrais qu'on prenne le temps, on va prendre quelques minutes. Et donc, je tiens à faire toutes mes excuses aux travaillistes qui attendent de manière importante et immédiate le droit social. On va quand même répondre aux questions. Une première, et qui sans doute s'adresse peut-être plutôt à Benjamin, qui est de savoir si vous conseilleriez d'introduire dans les contrats une clause d'imprévision ou de s'en remettre aux dispositions légales dont on rappelle qu'elles sont récentes, puisqu'elles ont été introduites dans le droit privé des contrats par l'ordonnance de 2016. Benjamin, qu'est-ce que tu peux apporter comme réponse à cette question? Alors, je crois que la réponse est assez simple. Il faut absolument traiter la question de l'imprévision d'un point de vue contractuel. On ne peut pas ne pas la traiter dans le contrat, pour 2 raisons. Soit on ne met rien dans le contrat, et dans ce cas-là, on se retrouve sur le dispositif légal. Et dans ce cas-là, le dispositif légal a des gros défauts, car il ne permet pas concrètement de savoir comment on renégocie lorsqu'il y a une perturbation économique. Et deuxième défaut, il peut donner la main au juge pour faire cette renégociation tarifaire sans lui donner les guides de renégociation. Donc, il est clair et évident pour nous, et c'est une recommandation qu'on a depuis très longtemps, bien avant le Covid, il faut traiter la question d'imprévision dans le contrat. Soit on l'exclut par une clause, ou soit on l'encadre de manière très claire et précise pour savoir comment on renégocie lorsqu'il y a une perturbation économique. Et je profite de cette question-là pour parler des clauses de force majeure. De la même façon, la force majeure est un sujet purement contractuel. On peut aménager, exclure,
modifier le sujet de la force majeure dans les contrats. Et il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire. Et notamment aujourd'hui, c'est encore plus important que dans le passé, puisque on n'est pas à l'abri qu'il y ait une seconde vague, qu'il y ait de nouveau des fermetures administratives, des fermetures ou un reconfinement. Et là, à ce moment-là, on ne pourra peut-être pas dire que c'est un cas de force majeure puisqu'il était prévisible. Donc, la recommandation, là encore, c'est d'aménager les clauses de force majeure en tenant compte de la nouvelle situation pandémique. Bien sûr, et on peut très bien imaginer d'ailleurs le lien entre ces clauses de force majeure et les clauses de règlement des différends, qu'on peut faire un lien direct. Très bien, merci beaucoup Benjamin. Et une question qui, cette fois-ci, s'adresse à Hervé, c'est dans le contexte d'un contrat IT, la question est la suivante, est-ce que la mise en activité partielle de la quasi-totalité de l'entreprise pourrait-elle justifier une suspension des paiements au titre de ce contrat IT, mais qui est aussi lié à l'inutilisation du logiciel, des services, la maintenance, etc. Hervé. Si la cause de l'absence de paiement est effectivement la mise en activité partielle, c'est plus une discussion commerciale qu'autre chose. Je crois que Benjamin l'a abordé tout à l'heure. Si en revanche, en face, on a de fait, parce que le prestataire est frappé des mêmes problèmes en quelque sorte, et donc il ne fournit pas les services de maintenance corrective, par exemple, en temps et en heure, parce qu'il n'est pas assez staffé, qu'il n'y a pas les équipes qui vont bien. Là, on peut commencer à discuter sur l'exception d'inexécution et je dirais réduire ou suspendre le paiement en fonction de la proportionnalité que ça peut avoir vis-à-vis du service. Mais la réponse, elle est essentiellement commerciale, là, en l'occurrence. Parce que tout simplement, le besoin en trésorerie, il a aussi le prestataire. Merci Hervé. Donc, effectivement, situation complexe qui est véritablement liée au cas d'espèce. Je pense qu'il est important de dire, parce que ça ressort quand même de vos interventions et on sait de la pratique, de faire très attention aux solutions toutes faites qui circulent un peu partout, notamment sur la toile, mais pas que. Il faut réellement analyser les situations parce que chaque situation contractuelle ou chaque particularité de la relation va avoir un effet sur son dénouement. Donc, merci beaucoup Hervé. Donc, on va peut-être passer maintenant, parce que quand même, nous n'avons pas trop prendre de retard, passer à la partie droit social et sécurité sociale, avec Maître Éric Guimet, avocat associé au cabinet de Legaltage. Le droit social, on sait qu'il a été particulièrement sollicité, puisque ça a été une des réponses évidentes de l'État immédiate pour essayer de faire face aux conséquences de la Covid-19. Ça a fait apparaître des nouvelles pratiques, donc télétravail, activité partielle, tout ça a été au cœur de grand débat. Il y a eu la question évidemment des risques dans l'activité et avec ce débat sur la reconnaissance des maladies professionnelles, sur les gestes barrières. Et puis il peut y avoir des conséquences inattendues d'ailleurs de cette situation que nous connaissons en matière de droit social et de sécurité sociale. Alors pour nous faire un retour d'expérience et nous parler un peu des grandes thématiques qui apparaissent aujourd'hui et qui sont amenées à des conflits ou qui résultent en conflits, je vais demander à Éric Guimet de nous dire quels sont les thèmes qu'il voit apparaître. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ça marche, très bien. Bonjour à tous. Oui, donc tu as tout à fait raison, Arnaud. Le droit du travail et le droit à la sécurité sociale sont aussi impactés par le Covid-19 et le risque de contentieux. Je dirais comme en matière de contrat commercial, il ne faut pas oublier que le droit du travail est fondé en partie sur le contrat de travail, donc évidemment au titre de la responsabilité contractuelle, les contentieux peuvent surgir. Toutefois, le droit du travail, c'est vrai que c'est un droit atypique parce qu'il y a ce dogme, ce postulat où on voit que l'employeur a une partie beaucoup plus forte que l'employé et donc tout le droit du travail vise à rééquilibrer la relation. Donc on a d'une part la relation contractuelle et aussi une relation collective avec les accords collectifs, les conventions collectives et les usages, etc. Donc c'est un droit assez complexe et on voit qu'en matière de sécurité sociale, on a aussi l'intervention de l'administration et également en matière de droit du travail sur le contrôle.
Donc, on a, je dirais, cette situation inédite du confinement et du Covid-19 a créé des nouveaux risques de contentieux par ces pratiques inédites. On a tout d'abord des risques de contentieux liés au recours massif du télétravail, hein, qui était provoqué par le confinement. Ensuite, on a un risque, c'est vrai, de reconnaissance en maladie professionnelle du Covid-19. On a quand même ce risque-là. On a ensuite des risques relatifs au recours massif à l'activité partielle qui a été aménagé spécialement pour le coronavirus. On en a parlé un peu avec le volet pénal, mais il n'y a pas que le volet pénal, bien sûr. Et on a aussi une conséquence inattendue, c'est-à-dire que on a aussi la situation où la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée en cas de violence conjugale. Donc, c'est une situation aussi inédite. Alors, tout d'abord, sur le télétravail, je dirais qu'ici, le télétravail pendant le coronavirus était devenu la règle pour les métiers qui permettaient d'y recourir. Hein, selon les arrêts, n'oublions pas que c'est 4 emplois sur 10 qui sont compatibles avec le télétravail. Donc, c'était devenu le principe. Maintenant, c'est redevenu l'exception, mais le recours au télétravail reste massif et reste en tout cas préconisé puisque fin mai, 23% des salariés étaient encore en télétravail. Donc ici, je dirais que on n'est pas en télétravail classique. Dans le télétravail classique, dans les entreprises en France, on commençait à accorder 1 voire 2 journées aux salariés. Tout était très encadré, mais le principe, c'était on allait quand même travailler au bureau. Donc ici, ce recours massif au télétravail, à temps plein, géré à 100%, va générer, je dirais, 2 types de risques. Tout d'abord, un risque relatif à une infraction au droit à la déconnexion et surtout aux durées hebdomadaires et quotidiennes de repos, hein, puisque le salarié a droit à une déconnexion, tout d'abord, et que lorsque je télétravaille en permanence à mon domicile, surtout dans un contexte de confinement, hein, où pour sortir, il fallait, on pouvait sortir qu'avec une autorisation. Il y avait des cas limités. Donc ici, je dirais, le risque de franchissement de la frontière, que la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle soit de plus en plus floue, hein, était fortement accrue pendant ces périodes de télétravail. Et si l'employeur n'a pas pris des mesures pour permettre une déconnexion concrète des salariés, pour pas qu'ils se fassent envahir, je dirais, par leur vie professionnelle sur leur vie privée, et bien là, on a des risques de contentieux. Donc, ça va se traduire pour les salariés qui travaillent en heures par des risques de rappel d'heures supplémentaires. Hein, si je n'ai pas mis en mesure mes salariés de bien respecter la durée maximale quotidienne de travail et la durée minimale quotidienne de repos qui est de 11 heures par jour, hein, et aussi le repos hebdomadaire, hein, qui doit être donné en principe le dimanche, un repos dominical sauf exception, et qui doit durer au moins 35 heures. Voilà, et 11 heures entre 2 journées, plus les 24 heures du dimanche. Donc ici, on a un risque, je dirais, d'infraction accru, je dirais, par ce contexte de confinement, parce que les salariés, après tout, ils sont chez eux, ils n'ont rien d'autre à faire pour certains, et la tentation est grande de s'adapter finalement selon son rythme un petit peu personnel, biologique, puisque je suis tout seul chez moi, enfin en tout cas, je n'ai pas mes collègues chez moi, et je vais avoir tendance à travailler selon mon propre rythme. Or, les entreprises qui ont mis en place des horaires collectifs de travail, les salariés doivent les respecter pendant le télétravail, et l'employeur doit être en mesure de continuer de monitorer cette durée du travail, ces heures travaillées, pour éviter justement que le salarié dise, voilà, moi j'avais une charge de travail, et même si je dirais, même si les heures supplémentaires doivent être autorisées par l'employeur, demandées par l'employeur, on sait très bien que la Cour de cassation a reconnu le principe d'une demande implicite, parce que je fournis énormément de travail à mon salarié, ça veut dire que je lui demande implicitement de faire des heures supplémentaires, sinon ce serait trop facile. Donc on a ce risque, je dirais, de recours aux heures supplémentaires fait par un salarié, mais aussi également, y compris pour les salariés en forfait jour qui doivent respecter les durées hebdomadaires et quotidiennes de repos, hein, même si là-dessus on a un débat avec la Cour de cassation. En tout cas, le salarié doit se déconnecter, même pour les forfaits jours. Et c'est vrai que dans cette période de télétravail, les gens ont pu avoir des amplitudes de travail ou des horaires de travail atypiques, envoyer des mails aux collaborateurs à des heures, je dirais, très tardives, ou y compris le dimanche. Hein, compris le dimanche, on peut avoir aussi des infractions au travail dominical si l'employeur n'a pas fait attention. Des salariés qui n'ont rien à faire chez eux, ils ne peuvent pas sortir, et moi je vais avancer, je travaille dimanche, c'est pas grave. Et puis ensuite, on a ces risques de contentieux où le salarié va vous sortir un relevé quand ça se passera mal, parce que n'oublions pas que les heures supplémentaires se prescrivent par 3 ans quand même. Hein. Donc, on a des salariés, moi je l'ai déjà vu en pratique, hein, hors contexte de coronavirus, on a des salariés qui étaient à fond, et puis tellement à fond que quand ils ont décidé de partir, ils ont pris acte de la rupture du contrat en demandant 1000 heures supplémentaires pour 3 ans, voilà, des choses comme ça. Donc c'est pas un risque à négliger. Ensuite,
Et c'est aussi une infraction pénale, on en a parlé tout à l'heure, mais une infraction de la 4e classe sur la violation des repos hebdomadaires et quotidiens. Ensuite, on a aussi la problématique de l'indemnisation des salariés en télétravail, puisque au départ, les salariés en télétravail devaient être indemnisés par l'employeur. Les ordonnances Macron ont supprimé cette obligation en septembre 2017. Le ministère, au départ, indiqué qu'il fallait rembourser les salariés sur les frais engendrés par le télétravail. Puis Volte-Face, finalement, dit qu'il n'y a pas d'obligation de remboursement des salariés des frais engendrés par le télétravail, à l'exception des situations où un accord ou une charte le prévoit. Bien sûr, hein, si j'ai un accord d'entreprise ou une charte, je suis forcé de l'appliquer, ou si c'est contractuel. Mais le problème, c'est que, bon, bien sûr, les déclarations du ministère n'ont pas force de loi ni de jurisprudence, mais on a quand même une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui rappelle, nonobstant les ordonnances Macron, que les frais, de façon générale, hein, les frais engagés par les salariés pour les besoins de leur activité doivent être remboursés par l'employeur. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que l'achat par le salarié d'un écran d'ordinateur supplémentaire, d'un clavier, d'une souris, doivent être remboursés parce que peut dire, voilà, moi, certes, j'ai mon ordinateur portable qui est professionnel, mais pour travailler en permanence chez moi, j'ai besoin d'acheter un écran. Voilà, si je l'ai acheté, c'est pour les besoins professionnels. Bon. On peut avoir aussi, le cas échéant, des factures liées au télétravail, on pense à Internet. Bon, a priori, ça me paraît quand même être assez rare parce que quasiment toutes les personnes ont de toute façon un abonnement Internet chez eux. Et le fait de l'utiliser à titre professionnel, ça ne va pas accroître le prix de l'abonnement, mais bon, pourquoi pas. On peut avoir aussi des gens qui ont dû utiliser leur téléphone portable personnel parce qu'ils n'avaient pas de téléphone professionnel. Bon, là, si je n'ai pas un forfait illimité, peut-être j'ai un coût supplémentaire. Bon, voilà. Donc, on a aussi ces possibilités de contentieux, en tout cas de réclamation qui pourraient survenir. Donc, ça, c'était pour le télétravail. En matière ensuite, autre axe, sur la reconnaissance possible du coronavirus en tant que maladie professionnelle. Si jamais je suis un salarié et que j'ai attrapé le coronavirus pendant mon activité professionnelle, est-ce que je ne peux pas être tenté de la faire reconnaître en tant que maladie professionnelle parce que c'est un statut évidemment qui est plus favorable, hein. Si jamais je dois être licencié parce que je suis devenu inapte à cause du coronavirus, j'aurai une indemnité légale de licenciement qui est doublée, voire une indemnité conventionnelle éventuellement doublée si la convention collective le permet. Je vais avoir une indemnité de préavis, compensatrice de préavis que je n'aurais pas eu en maladie classique, et j'aurai surtout notamment une rente d'incapacité permanente. Donc j'ai des avantages à ce statut. On sait que la présomption d'imputabilité, elle va être uniquement pour les soignants. C'est une déclaration d'Olivier Véran du 22 avril. Donc, pour les autres professions, il n'y aura pas de présomption d'imputabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, j'ai que les maladies qui sont désignées dans un tableau de maladies professionnelles qui peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité. Et il n'y a pas, évidemment, le coronavirus. C'est-à-dire que ces maladies dans le tableau, elles sont présumées avoir été contractées sur le travail. Pour le coronavirus, ce n'est pas le cas. Donc, je vais devoir, moi, salarié, victime du coronavirus, prouver que j'ai attrapé le coronavirus, il y a un lien de causalité avec mon activité professionnelle, ce qui est loin d'être évident. Donc, il y a une procédure assez compliquée à suivre. Il faut saisir la CPAM, évidemment, présenter son diagnostic de contraction. Et puis, dans la mesure, alors ça va être possible uniquement de faire reconnaître cette maladie professionnelle que si mon taux d'IPP est au moins égal à 25%, mon taux d'incapacité professionnelle. Et ensuite, il y a eu la saisie d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles. Bref, c'est un parcours assez long. Et surtout, la grosse difficulté, ça va être de démontrer le lien de causalité, démontrer que j'ai contracté mon coronavirus à l'occasion de mon travail, sur mon lieu de travail. Or, comment prouver, puisque le coronavirus peut très bien s'attraper dans la vie privée. Donc, bon, pourquoi pas, le salarié peut voir s'il y a un métier exposé. Je pense au métier de livreur ou même un métier de caissier, des gens qui ont été en contact au plus haut de la pandémie. Si jamais dans l'entreprise, on a un taux de contamination qui est beaucoup plus élevé que le droit commun aux alentours de là où travaillait le salarié, ça pourrait être des indices. Voilà. Mais évidemment, une difficulté importante pour le prouver. Bien que le doute profite aux salariés. Ouais. Et j'imagine, Eric, que ici, le fait de respecter les mesures sanitaires recommandées par l'employeur vont être importantes, être capable de documenter cela. Et exactement, tout à fait. C'est vrai que si mon employeur n'a pas respecté les gestes barrières, n'a pas mis en place un protocole de sécurité, bien sûr que là, dans la mesure où je devais travailler sur ce lieu de travail, évidemment, là, j'aurai un axe d'attaque. Voilà. Mais ce ne sera pas suffisant.
Il faudra quand même avoir d'autres éléments, mais c'est vrai que ça pourrait être un axe d'attaque. Si jamais mon employeur n'a pas assez pris les mesures de sécurité, et bien ici, ça pourra être un indice qui pourra faire, je dirais, pencher la balance vers une responsabilité de l'employeur et la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Après, si jamais j'arrive à faire reconnaître cette maladie professionnelle, là aussi, je peux en rajouter une couche en disant faute inexcusable de l'employeur, en faisant reconnaître une faute inexcusable par le tribunal judiciaire pour pouvoir avoir une majoration de rente, hein, et me faire indemniser sur mes autres préjudices. Donc ça, ce sera aussi un angle d'attaque. Mais là, il faudra que l'employeur n'ait non seulement pas fait respecter les gestes barrières et pris aucune mesure, mais surtout qu'il ait eu conscience, il l'ait fait tout en ayant conscience de la gravité de l'exposition du salarié. Ça pourrait arriver aussi. Donc ici, l'impact pour l'employeur, ce sera évidemment, donc si j'ai une maladie professionnelle, ça va évidemment plomber son taux de cotisation aux accidents du travail maladie professionnelle. Et si j'ai une faute inexcusable, eh bien là, bien sûr, c'est des préjudices qui sont indemnisés directement par l'employeur et qui sera pénalisé. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point important. Ensuite, alors ça peut être atténué, évidemment, s'il y a une faute de la victime. Alors, le salarié qui lui-même ne respecte pas les gestes barrières préconisés par l'employeur, évidemment, il pourra pas, enfin, ce ne sera pas si facile pour lui, son indemnisation pourra être diminuée. Ensuite, l'autre axe, et Karine en a parlé un petit peu, c'est les contrôles du recours massif à l'activité partielle, puisque la DARES, au cours des mois de mars, avril et mai, a relevé que 13 millions de salariés ont été couverts par l'autorisation, par le chômage, par l'activité partielle. 1 million d'entreprises y ont recouru, 5,7 millions d'heures chômées qui ont été demandées, et le coût est quand même important, 24 milliards d'euros. Donc, l'administration l'avait annoncé dès le départ. C'est pas parce que j'ai reçu une autorisation tacite dans les 48 heures de ma demande que ça y est, c'est bon, c'est plié, je recours à l'activité partielle et j'ai un blanc-seing, j'encaisse mes chèques. Et puis, il n'y a pas de contrôle. Si, il y aura forcément des contrôles. Ils ont d'ailleurs déjà commencé. Donc, qui est contrôlé? Ce sera toutes les entreprises qui ont recours au chômage partiel. Et il y a une priorité qui sera donnée par l'administration aux entreprises qui ont formé des demandes d'indemnisation sur la base de taux horaires très élevés. Voilà, on va dire, ça c'est bizarre, est-ce qu'il n'y a pas ici une fraude? Et dans les secteurs d'activité qui ont fortement recouru à l'activité partielle, comme le bâtiment, ou aussi les secteurs de conseil aux entreprises, etc. Donc, dans ces secteurs-là, évidemment, il y aura des contrôles importants. Les premiers contrôles vont être faits, il y a plusieurs niveaux de contrôle. Le premier contrôle, c'est l'agence de services de paiement, l'agence de services de paiement, l'ASP, qui va contrôler sur pièce. Et si jamais ils s'aperçoivent qu'il y a des risques, des doutes, des forts doutes de fraude et qu'ils ont besoin de plus investiguer, à ce moment-là, ils appellent l'inspecteur du travail, qui lui a un pouvoir très étendu d'enquête et qui peut demander quasiment tout à l'entreprise. Donc les relevés de badgeage, évidemment, les connexions Internet, les emails, les réunions Zoom, les Skype, etc. Enfin, il aura accès à tout parce que la fraude principale, c'est je demande à mon salarié de faire du télétravail et je le déclare en activité partielle. Alors, voilà, ça, c'est quand même en même temps. C'est-à-dire que autant je peux, moi, être télétravailleur, travailler certaines journées, être en activité partielle d'autres journées, mais quand je suis en activité partielle, je me connecte pas, je travaille pas. Or, il y a un certain nombre d'employeurs qui faisaient les deux, manifestement. Donc, eux, évidemment, ce sera les premiers à se faire, je dirais, à se faire sanctionner. Alors, on va distinguer deux choses. On va distinguer les employeurs de bonne foi et ceux de mauvaise foi. C'est-à-dire que l'employeur de bonne foi, il a fait des erreurs. Voilà, il faut dire, à la décharge des employeurs, le système était déjà compliqué. C'est un système qui a été mis en place dans l'urgence. On a adapté un dispositif existant. Et puis, il y a eu certaines règles, des règles qui étaient promulguées toutes les semaines, quasiment tous les jours, qui remettaient en cause des interprétations d'avant. Donc ici, on pourra admettre, surtout de la part de PME, TPE, des erreurs. Dans ces cas-là, les directs ont été sensibilisés au fait de distinguer la personne qui a fait des erreurs du fraudeur, et en cas d'erreur de bonne foi, eh bien, il y a un dialogue avec l'entreprise pour une régularisation à l'amiable des sommes et une correction. Par contre, pour les entreprises qui ont fraudé, eh bien là, bien sûr, ce sera ce qu'avait dit Karine, il y aura évidemment des sanctions pénales, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, et surtout les sanctions administratives, un remboursement de toutes les aides et exclusion du bénéfice d'autres aides pendant 5 ans. On a aussi le fait, il faut pas oublier que le recours à l'activité partielle, si jamais j'ai fait une escroquerie, c'est-à-dire que j'ai monté un théâtre, et là on est en droit pénal, évidemment, ça peut relever de l'escroquerie. J'ai falsifié des documents, j'ai fait croire que mes salariés travaillaient pour
tromper l'administration lors d'un contrôle, et bien là, bien sûr que je suis aussi en délit, je suis dans le délit de l'escroquerie. Ensuite, j'ai un autre outil qui peut être utilisé contre moi si j'ai fraudé, c'est le délit de travail dissimulé. Parce que j'ai fait croire que mes salariés ne travaillaient pas, parce que j'ai mis en activité partielle, mais en réalité, ils travaillaient. Donc, j'ai dissimulé leur activité. Et là, c'est aussi délictuel. Et j'ai des sanctions qui sont aussi administratives, puisque au niveau URSSAF, j'ai aussi des contrôles URSSAF qui vont pouvoir être engagés à partir de 2021 sur l'année 2020, sachant que ça pourrait aller jusqu'en 2023, voire en 2025 en cas de travail dissimulé. Hein. Et ici, l'URSSAF, qu'est-ce qu'ils vont venir contrôler? Ils vont venir contrôler la bonne application de l'ensemble des règles d'assujettissement, c'est-à-dire on vérifie que les sommes versées ont été bien calculées, que les cotisations étaient bien l'assiette a bien été déterminée, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et ensuite, si jamais la personne a fait du travail dissimulé, bien là, évidemment, non seulement elle devra rembourser les aides versées, mais aussi les sommes versées aux salariés deviendront des salaires. Et donc, ça aurait dû être cotisable, donc ça deviendra cotisable. Et si je suis de mauvaise foi, je vais avoir évidemment des pénalités. Donc, on voit ici que sur ce contrôle de l'activité partielle, il y a à la fois un volet pénal, un volet, je dirais, de droit du travail et un volet de droit à la sécurité sociale. Donc, un triple volet qui ne manquera pas d'être actionné sur les fraudeurs, et il y en a forcément, hein, il y en aura forcément, et ça, c'est quand même assez important. Après, les employeurs qui ont de bonne foi recouru au télétravail, à l'activité partielle, et qui n'ont pas fraudé, je pense que pour eux, évidemment, il n'y aura pas de conséquences, mais voilà. Mais cela supposera néanmoins d'être en mesure de pouvoir documenter tout cela, et donc ce qu'il faut peut-être recommander à ce niveau et aujourd'hui, c'est précisément de s'assurer d'avoir des éléments probatoires pour pouvoir faire face finalement aux contrôles qui vont arriver et qui vont se mettre en place. Je pense que exactement. C'est un point important. On voit apparaître aussi, c'était le dernier point abordé, on voit apparaître de manière un peu inattendue une thématique liée à des risques de contentieux liés au droit du travail et à quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. Si oui, c'est vrai, exactement. C'est vrai que c'est atypique, mais ça peut arriver en matière de violence conjugale. Alors, évidemment, c'était pendant la période de confinement qu'il y a eu un pic, hein, puisque chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Alors, il y a aussi des hommes, hein, je ne sais pas combien il y en a, mais ça peut arriver. Et donc, il y a un arsenal législatif, évidemment, puissant en la matière, mais je dirais que ça s'est exacerbé avec le confinement, puisqu'il y a une hausse de 36% des signalements et des interventions enregistrées par les forces de l'ordre. Donc, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire avec le droit du travail? Eh bien, comme on avait un recours massif au télétravail, si mon salarié télétravaillait pendant la période de confinement et qui était victime de violences conjugales, pendant forcément la durée du travail, hein, parce que le conjoint violent, il ne va pas se dire, bah non, là, il travaille, je ne suis pas violent, je le fais juste après. Eh bien, on peut mettre en cause la responsabilité de l'employeur parce qu'il doit assurer la santé et la sécurité de ses salariés et tout mettre en œuvre pour les protéger. Voilà, donc ici, on a quand même une tension entre le respect du droit de la vie privée, hein, parce que c'est au domicile du salarié, et l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur. Donc, il y a, même si d'un point de vue purement juridique, il n'y a pas de contrainte pour les DRH de s'employer des sujets des violences conjugales, puisqu'on est sur la vie privée, dans certaines situations, la responsabilité de l'employeur peut néanmoins être engagée s'il a été averti par l'un ou l'autre de ses collaborateurs qu'un salarié se fait harceler ou menacer pendant ses heures de travail par son conjoint. Et donc, le juge peut, en cas de contentieux, prendre en compte la circonstance de violence conjugale pour condamner l'employeur. Donc ici, l'employeur, dès lors qu'il est informé de cette situation, il conseille qu'il saisisse le médecin du travail ou un responsable ressources humaines qui propose un soutien psychologique. Et donc, c'est vrai que les bonnes pratiques, c'était de rester vraiment à l'écoute et de mettre en place pendant le télétravail un appui psychologique. Alors, pour ces violences conjugales, mais aussi, je dirais, de façon générale, parce que le télétravail peut altérer la santé des salariés, la santé mentale des salariés. C'est un risque aussi du recours massif au télétravail de façon permanente pendant plusieurs mois. Et donc, je dirais qu'il y a l'idéal, c'est d'avoir cette cellule psychologique sensibilisée aux violences conjugales. Après, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée si manifestement il est au courant et qu'il a, je dirais, pas pris des mesures nécessaires pour sensibiliser le salarié et essayer de moins de prévenir des personnes pour résoudre le problème. Voilà. Merci Eric. Merci Eric. Et puis peut-être que
sur ce sujet qui est effectivement surprenant, mais qui est un risque identifié, effectivement, de voir l'employeur confronté à une situation potentiellement contentieuse liée aux violences conjugales, effectivement parce que le télétravail fait que une partie du temps sous la responsabilité de l'employeur se déroule en dehors de sa capacité de maîtriser ce temps. Exactement. Donc ça, c'est un point qui effectivement qui a été identifié. À ma connaissance, ce que j'ai entendu dire, il n'y avait pas eu encore de décision, mais en revanche, on voit apparaître ce thème. Donc, ce n'est pas juste une invention théorique, c'est parce qu'il semblerait qu'il y ait un certain nombre de cas potentiels de contestation. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, je dirais que ça, c'était surtout exacerbé pendant le confinement, mais voilà, avec cette problématique commence à arriver dans les entreprises, je dirais en raison de ce caractère exacerbé, je dirais, de cette période très spécifique qui était le confinement total. D'accord, donc on voit effectivement que le droit du travail a été fortement sollicité. Ça explique qu'il y ait des risques de contentieux tout à fait. Nombreux en la matière. Voilà, donc c'est vrai que ces 4 thèmes dont on a parlé ce matin sont les thèmes à mon sens principaux, voilà, le télétravail, je dirais que ça englobe tout le code du travail pendant cette période de confinement, et là tous les risques sont exacerbés. Donc bon, après, est-ce que ça surviendra en cas de rupture du contrat de travail, ça surviendra pour la maladie évidemment, pour les personnes qui ont été contaminées, et puis sur l'activité partielle évidemment ça pourra survenir là pendant les 3 prochaines années principalement. Donc ce sont des risques qui vont s'amuser avec le temps, mais qui vont se prescrire petit à petit. Mais je dirais que pour le télétravail, c'est les heures sup, c'est quand même 3 ans. Et ça survient, les demandes d'heures sup en général surviennent, principalement lors des ruptures de contrat en contentieux. Sinon, c'est quand même rare les contentieux hors rupture, mais il y aura quand même des demandes qui seront faites. D'accord. Et alors, en conclusion, peut-être par rapport à ces risques de contentieux, de phase contentieuse liée au droit du travail, qu'est-ce que, dans le contexte de la reprise, qu'est-ce qu'on peut évoquer, formuler un conseil? Je dirais qu'il faut vraiment évaluer. En cas de risque de contentieux, déjà, on aura une demande amiable du salarié. Si on n'est pas dans un contexte de rupture, donc on aura des demandeurs supplémentaires. Je dirais que là, il faudra vraiment voir est-ce que ces heures sont réelles ou est-ce que c'est pas le salarié qui a eu la main lourde, qui a fait n'importe quoi, qui a mal géré. Donc, voir quels sont les dispositifs qui ont été mis en place de contrôle par l'entreprise pour s'assurer de la conformité des pratiques de l'entreprise avec le comportement du salarié. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas on n'a pas monitoré la durée du travail du salarié, comment est-ce qu'on va être en mesure de prouver qu'il n'a pas fait des heures supplémentaires? C'est quand même, ce sera difficile. On pourra éventuellement transiger. On peut éventuellement transiger, y compris sans rupture du contrat de travail, transiger sur les heures sup. Après, la relation qui se poursuit, c'est pas toujours évident. Donc, moi, je l'ai déjà vu, mais c'est quand même très rare de transiger sur la durée du travail. Après, le problème, c'est que ça fait boule de neige. Si tous les salariés, je dirais, ont effectué des heures supplémentaires, et si on commence à reconnaître, ça a un effet boule de neige important. Donc ici, il y a aussi, je dirais, un contexte collectif. C'est vrai que si j'ai fait travailler énormément tous mes salariés, il faut se poser des questions, je dirais, sur la conformité des pratiques et le risque. Donc, est-ce qu'il ne vaut mieux pas, je dirais, régulariser la situation que risquer des contentieux qui font boule de neige et puis des prises d'actes, c'est-à-dire que le salarié décide, comme son employeur a il a fait une faute dans l'exécution de son contrat de travail, décide de rompre le contrat et de faire reconnaître par le juge que c'est une rupture au tort de l'employeur qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou encore la demande de résiliation judiciaire où je vais demander au juge, tout en restant dans l'entreprise, ça ne va pas affecter mon contrat, mais je demande au juge de résilier mon contrat parce que l'employeur a commis une faute grave à mon sens en ne me rémunérant pas mes heures supplémentaires. Donc c'est quand même un risque. Voilà, ça peut tenter des personnes qui veulent partir avec un chèque. Voilà, c'est sûr. Donc c'est une porte ouverte. Très bien. Je le temps tourne sur Eric. C'est un point important. Et puis de manière générale, effectivement, je pense que ce qui ressort des
des éléments en droit du travail, c'est que dans la période de reprise et de la réorganisation du travail, en raison des exigences de santé et de sécurité, il y a cette exigence forte d'association systématique des représentants du personnel et des services Ouais. du santé. Et ça va être important là, bien avec la reprise qui commence à s'initier pour les personnes qui pouvaient encore rester en télétravail, de bien respecter les gestes barrières qui viennent d'être, je dirais, qui viennent d'être assouplis par le ministère, mais de rester conforme aux préconisations et aux réglementations en la matière, de manière je dirais, à couper l'herbe sous le pied de salariés qui prétendraient être contaminés dans l'entreprise. Donc, dans le cadre de la reprise d'activité, le dialogue social demeure déterminant pour éviter. Exactement, oui, tout à fait. Ce qui est d'ailleurs un peu l'équivalent de la médiation en matière contractuelle. Et ça joue le même rôle. Merci beaucoup, Eric. Je tiens à rappeler que nous avons sur le site Tage Stratégie au singulier, Tage Stratégie, toute une série d'articles liés à coronavirus et contentieux et qui traitent de tous ces sujets plus en détail, parfois sur des points précis. Donc, n'hésitez pas à aller sur le blog Tage Stratégie au singulier. Vous aurez un certain nombre de précisions sur tous ces éléments. Exactement. Alors, merci beaucoup, Eric, pour nous avoir parlé de ces éléments de droit du travail et de la sécurité sociale, et ce qui nous permet d'arriver sur notre dernière partie, évidemment importante, très financière, dernière partie liée à la fiscalité et l'existence ou non d'un contentieux post-Covid-19 en droit fiscal. Pour parler de cela, nous avons avec nous Béranger Richard, donc avocat, directeur du cabinet Tage, de Deloitte Legal Tage, et qui va évoquer un certain nombre de points sur le contentieux post-Covid-19 en droit fiscal, même si peut-être il faut quand même préciser qu'il n'y a pas nécessairement de contentieux spécifique Covid-19 de la même manière qu'il y avait dans les autres domaines. En revanche, il y a un certain nombre de points à évoquer. Béranger, oui. Est-ce que tu peux Merci Arnaud. Oui, et effectivement, on va plus parler de mesures qui ont été prises pour faire face à la crise que de vrais sujets de contentieux. Peut-être que je vais commencer par vous parler brièvement des deux mesures principales qui ont été prises. La première concerne les équipements de protection et de produits d'hygiène. En fait, le gouvernement a souhaité, pour que le plus grand nombre puisse y accéder, que leur taux de TVA soit baissé. Il est passé de 20% à 5,5%. C'est une mesure qui est passée dans la loi de finances rectificative du 25 avril de cette année. Les équipements qui sont concernés ont été précisés dans un arrêté du 7 mai, mais si je synthétise, ça concerne en fait la plus grande partie des masques, donc tous les masques FFP, les masques chirurgicaux et même les masques grand public, sous réserve qu'ils remplissent des critères de filtration minimum, ainsi que les solutions hydroalcooliques. La petite particularité de cette mesure, en fait, c'est qu'elle est entrée en vigueur de manière rétroactive. Pour les gels hydroalcooliques, le taux de 5,5 est applicable à compter du 1er mars et pour les masques et tenues de protection à compter du 24 mars. Enfin, pour les importations, le taux est applicable à compter du 26 avril. Donc, ça implique quelques enjeux tout de même. Le premier, évidemment, pour les fournisseurs et les détaillants qui ont éventuellement collecté la TVA au taux plein plutôt qu'au taux réduit sur la période intercalaire entre le 1er ou le 24 mars et le 25 avril, et qui sont en droit, en principe, de demander le remboursement du trop payé de TVA, sous réserve de le reverser au client selon les situations. Si on se place du côté client maintenant, et c'est le cas en fait d'une grande partie des entreprises qui ont acheté massivement ces produits pour équiper leurs salariés, dans l'hypothèse où après les dates du 1er mars et 24 mars,
les entreprises se seraient fait facturer de la TVA au taux plein plutôt qu'au taux réduit, elles se retrouvent dans une situation où elles risquent, en cas de contrôle fiscal a posteriori, de se voir remettre en cause la déduction de cette TVA, car facturée à un taux trop élevé. Bon, on espère que sur ce sujet, compte tenu de la situation, l'administration fiscale fera preuve de mansuétude. Néanmoins, peut-être une recommandation, si vous êtes dans cette situation, c'est de vous rapprocher du fournisseur ou des fournisseurs qui vous ont facturé de la TVA à taux plein plutôt qu'au taux réduit, afin de leur demander qu'ils régularisent de leur côté auprès de l'administration et qu'ils corrigent la situation en vous adressant des factures correctes et qu'ils vous reversent la différence de TVA. Et alors, sur les demandes de remboursement Oui, c'est le deuxième volet des mesures. En fait, le gouvernement a souhaité favoriser la trésorerie des entreprises qui a été pas mal éprouvée en accélérant les demandes de remboursement de TVA. Alors, cette accélération elle prend une forme principale, c'est que le seuil de compétence des centres des impôts qui gèrent les demandes de remboursement et qui est généralement fixé à 100 000 euros pour les centres des impôts classiques, a été augmenté à 500 000 euros. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les centres des impôts peuvent arbitrer des demandes de remboursement de crédit de TVA jusqu'à 500 000 euros sans revue de leur direction. Ce qui permet, d'expérience, on a des clients qui ont déjà expérimenté, qui ont soumis des demandes de remboursement, de récupérer la TVA sous, on va dire, quelques semaines, évidemment sous réserve que tout soit bien documenté. Mais c'est plutôt, c'est une mesure qui a bien marché, et donc on ne peut que recommander, si vous êtes en situation de crédit, qu'une société de votre groupe est en situation de crédit, de déposer une demande de remboursement, idéalement de moins de 500 000 euros, en espérant qu'elle soit traitée relativement rapidement. Alors, sur les demandes de remboursement, il y a une deuxième mesure, elle est un petit peu plus éloignée, je pense, de notre quotidien, mais elle concerne les demandes de remboursement qui sont déposées en France pour récupérer de la TVA française par les sociétés qui sont établies en dehors de l'Union européenne. Donc, peut-être qu'il y en a dans les groupes, donc je vais préciser rapidement ce point. En fait, en principe, ces sociétés, pour récupérer leur TVA encourue en 2019, elles ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur demande de remboursement. Bon, compte tenu du contexte et des difficultés que certaines entreprises peuvent avoir rencontrées pour collecter les documents, faire les formalités, etc., le Centre des impôts des non-résidents a pris la décision de repousser ce délai jusqu'au 30 septembre. Donc, si jamais dans les groupes, vous avez une ou plusieurs sociétés hors UE qui ont encouru de la TVA en France, gardez en mémoire que vous avez en principe jusqu'au 30 septembre pour en demander le remboursement. Et un dernier conseil, alors à ce moment-là, sur le sujet des demandes de remboursement de TVA, parce qu'on voit que là, il y a quand même un certain nombre d'éléments pour améliorer sa trésorerie. Alors, un dernier conseil, oui, un dernier conseil. En fait, d'expérience, on remarque souvent que dans les groupes, dans les entreprises, certaines dépenses qui sont en principe éligibles au remboursement de la TVA ne font pas l'objet de demandes de remboursement. Alors, ça peut être soit par prudence, parce que ce sont des dépenses qui sont considérées comme à la limite de ce qui est remboursable, ou par habitude, des habitudes qui sont figées dans les entreprises et qui se transmettent. Et en fait, il y a pas mal d'entreprises qui se pénalisent en ne récupérant pas la TVA sur toutes les dépenses sur lesquelles elles pourraient le faire. Donc, typiquement, on peut parler des dépenses d'événementiel, du carburant, de certaines dépenses de restauration professionnelle, des péages, des parkings. C'est tout un tas de dépenses qui ne donnent pas forcément lieu à demande de remboursement, alors que la TVA pourrait être récupérée. Donc, bon, en cette période de trésorerie très sollicitée, il peut peut-être être opportun de faire un état des lieux dans vos entreprises des pratiques, éventuellement d'identifier certaines dépenses pour lesquelles la TVA n'est pas récupérée et déposer une demande de remboursement qui, en 2020, peut couvrir toutes les dépenses de 2018 et 2019 qui n'ont pas donné lieu à récupération, déduction ou remboursement pour l'instant.
Peut-être toujours sur le remboursement de TVA, un dernier point rapide. On a vu le remboursement des sociétés hors UE en France. Gardez aussi en mémoire que les sociétés françaises peuvent récupérer la TVA qu'elles encourent à l'étranger, notamment dans l'Union européenne. Or, c'est pareil, c'est un peu la même mécanique. On remarque souvent des entreprises qui, du fait des faibles montants, des formalités à effectuer, laissent des petits crédits dans les différents pays de l'Union européenne, 3 000 € par-ci, X 1000 € par-là pour un séminaire, et ne le récupèrent pas. Gardez en tête que les formalités ont été quand même relativement simplifiées ces dernières années, que les mécanismes de demande de remboursement à l'étranger aujourd'hui fonctionnent bien, et qu'il existe des solutions, et Deloitte en propose, pour vous accompagner dans ces demandes de remboursement et vraiment vous simplifier la tâche. Donc c'est pareil, si vous identifiez des crédits à l'étranger, dans l'Union européenne, vous avez jusqu'au 30 septembre pour en demander le remboursement pour les dépenses de 2019. D'accord, merci. C'est effectivement, ce sont des mesures, des petites mesures, mais qui sont non négligeables en période de difficultés effectivement financières ou de tension de trésorerie. Est-ce que, Béranger, tu prévois d'autres enjeux spécifiques en matière de TVA qui seraient évidemment liés à la crise actuelle? Alors oui, j'en prévois 3 au moins. La première va être liée à la baisse des produits financiers. Je pense qu'au niveau des holdings et des têtes de groupe, on risque de voir une baisse des produits financiers intra-groupe. On pense aux dividendes, on pense aux intérêts de prêt, aux intérêts de compte courant, etc. Et cette baisse va avoir 2 conséquences qui vont être en principe positives, si je peux le dire. La première va porter sur les droits à déduction de TVA. Là, je parle du cas particulier des holdings qui perçoivent des produits financiers exonérés qui ne sont pas accessoires. C'est des sociétés qui, traditionnellement, en régime de croisière, récupèrent déduisent la TVA en y appliquant une décote qu'on appelle coefficient de taxation forfaitaire, anciennement prorata. Si leurs produits financiers baissent à l'avenir, ce prorata va mécaniquement augmenter, accroissant leurs droits à déduction de TVA de la même manière. Donc, pour les holdings qui ont jusque-là des proratas très stables, qui varient peu, il faudra sûrement en fin d'année refaire un calcul précis du prorata pour s'assurer que celui qui a été appliqué jusque-là au cours de l'année n'est pas trop éloigné de la réalité, et s'il est trop éloigné, notamment qu'on a un prorata plus haut, faire une régularisation pour récupérer un delta de TVA déductible complémentaire. Pour aller peut-être même un peu plus loin, si vraiment vous prévoyez tout de suite une baisse très significative des produits financiers, gardez aussi en tête qu'il est toujours possible de se rapprocher de l'administration pour leur expliquer la situation et d'appliquer dès maintenant, enfin le temps que les discussions se tiennent, un prorata modifié à la hausse sur la base d'estimation, on va dire, de projection des produits financiers qui vont être reçus dans l'année. Le deuxième volet, qui est le pendant en fait du prorata, c'est l'impact sur la taxe sur les salaires. En effet, toutes les sociétés qui reçoivent des produits financiers hors champ ou exonérés qui représentent plus de 10% de leurs revenus totaux sont sujets à la taxe sur les salaires, sont assujettis. Et mécaniquement et de la même manière, si les produits financiers baissent, le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires va baisser, ce qui fait à minima baisser le montant de taxe sur les salaires dus, voire certaines entreprises pourraient ne plus être redevables de la taxe sur les salaires. Comme en matière de TVA, si vous prévoyez une baisse significative, il est possible d'aller en discuter avec l'administration pour obtenir un ajustement du taux d'assujettissement à la taxe sur les salaires immédiat, plutôt que d'attendre dans un an une éventuelle régularisation. Alors ça, c'était un premier volet. Rapidement, 2 autres volets. On a pareil, un risque, je pense, à l'avenir d'augmentation des impayés dans les entreprises et aussi de procédures collectives, malheureusement.
Alors, les impayés, ça a une conséquence en TVA. Si vous avez une activité de distribution de biens ou vous êtes prestataire de services ayant opté sur les débits, c'est que vous avancez la TVA au Trésor au moment où vous facturez, et si vous n'êtes pas payé, vous avez fait cette avance, vous n'avez pas le cash qui vient en face, et vous devez récupérer auprès de l'administration la TVA que vous avez avancée. Et pour ça, il faut justifier qu'on est bien face à une créance qui est devenue définitivement irrécouvrable, ce qui est faisable, mais ce n'est pas forcément simple. Il faut surtout bien penser, si vous vous retrouvez dans des situations de clients qui ne vous payent pas, à documenter le caractère définitivement irrécouvrable des créances, idéalement avec un certificat d'une société de recouvrement ou un jugement de placement en redressement ou en liquidation. C'est la première condition, c'est de pouvoir bien documenter le fait que la créance ne sera vraiment pas récupérable. Et le deuxième point, qui est non pas un point de forme, mais aussi de fond, c'est qu'il faudra bien penser à adresser aux clients concernés des duplicata des factures avec une mention spécifique dessus qui, en gros, leur indique qu'ils doivent reverser la TVA qu'ils auraient déduite. Si ces formalités-là ne sont pas respectées, en cas de contrôle a posteriori, votre récupération de TVA sur les irrécouvrables pourra être mise en cause, et c'est un petit peu la double peine. En plus d'une créance non payée, on a avancé la TVA définitivement. Donc voilà sur les irrécouvrables. Alors, quelques mots aussi sur les subventions et les abandons de créances qui risquent d'augmenter dans les groupes afin d'améliorer la trésorerie de l'une ou l'autre des sociétés. Juste un petit point d'attention sur les subventions et les abandons de créances. C'est un sujet particulier, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est très technique, mais sachez que ces subventions et abandons de créances peuvent être soit taxables, soit situées en dehors du champ d'application de la TVA. Et ça nécessite en fait une étude pour savoir si on est s'il y a un caractère exceptionnel, s'il y a une contrepartie, etc. Mais si jamais vous vous retrouvez face à des subventions et des abandons de créances, ayez bien en tête ce point TVA, de vous dire, attention, il faut qu'on détermine si c'est taxable ou non, et qu'on en tire les conséquences. Déterminer si c'est taxable ou non, pour ne pas se retrouver soit en défaut de collecte chez celle qui subventionne, ou en déduction à tort chez celle qui reçoit la subvention, et les conséquences, parce que si c'est hors champ, ça peut avoir un impact sur la taxe sur les salaires dont on a parlé plus tôt. Ce n'est pas forcément le cas, mais c'est possible. Donc, face à ces subventions abandon de créances, toujours penser peut-être à faire une petite étude sur les sujets de TVA et taxes sur les salaires. Merci Bérangère. Donc, ça montre en tout cas qu'en matière fiscale, s'il n'y a pas nécessairement de contentieux spécifique, la situation actuelle fait apparaître un certain nombre de risques de discussion qui pourraient être contentieuses. Je pense que c'est un point important avec cette obligation pour l'entreprise dès aujourd'hui de faire attention à ces situations. Avec une particularité sur tout ce qui est TVA, c'est qu'en plus, ça peut être une source pour améliorer ou pour réduire les tensions sur la trésorerie, évidemment. Donc, je pense que ça, c'est un point très important. Prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, les aspects fiscaux doivent être vus pour éviter ou pour aborder un potentiel contentieux demain. Et tout à fait. À ce point de vue, aurais-tu un dernier point à partager avec nous ? Et oui, on parlait justement d'amélioration de la trésorerie. Un dernier point qui n'est ni TVA ni taxe sur les salaires, mais C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés. En fait, la C3S, son assiette, c'est peu ou prou l'assiette qu'on retient en matière de TVA. Simplement, il y a toujours des petits retraitements à effectuer pour tomber sur l'assiette C3S stricto sensu. Et on constate d'expérience et de retour client que chaque année, il y a des sociétés qui se pénalisent en ne faisant pas ces petits retraitements qui permettent de baisser l'assiette taxable de la C3S. Alors, certes, le taux est à 0,16%, mais on tombe sur des volumes qui peuvent être très importants parce qu'il y a on va dire, une partie de chiffre d'affaires qui peut être retranchée de l'assiette taxable. C'est notamment le cas de tous les services qui sont facturés à des sociétés à l'étranger, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Union européenne.
et qui tombe dans ce qu'on appelle la règle B2B main rule. Enfin, aujourd'hui, c'est 95% de tous les services facturés à des sociétés étrangères. On a aussi les ventes sous régime suspensif. Si jamais des entreprises ont des régimes suspensifs, les ventes qui sont réalisées sous entrepôt peuvent être retranchées de la base imposable. Et puis, quelques cas plus sectoriels, on pensera à la part hors France des vols pour les compagnies aériennes ou des voyages hors UE pour les agences de voyage et les TO. Dans tous les cas, il est possible de récupérer la part de C3S acquittée en excès. En principe, le délai pour déposer une demande de remboursement s'éteint au bout de 3 ans à compter de la date de paiement. Donc là, pour la C3S qui a été payée, on va dire, en mai 2017, parce que c'est aux alentours du 15 mai maximum la date de paiement, le délai était censé arriver à échéance au 15 mai 2020. Simplement, on a obtenu de l'URSSAF, qui a repris la gestion de la C3S après le RSI, on a obtenu de l'URSSAF une confirmation selon laquelle, compte tenu de la situation, ils acceptaient que les demandes de remboursement de la C3S pour 2017 soient déposées jusqu'au 10 juillet. Donc, peut-être à titre de dernier conseil, on bénéficie de cette petite extension de délai. Il est toujours possible de faire un travail de revue, même rapide, de la base qui a été déclarée pour les besoins de la C3S. Et si on pressent qu'elle a été exagérément augmentée, ou en tout cas que certains produits n'ont pas été retranchés alors qu'ils le devaient, on peut toujours déposer une demande de remboursement conservatoire et par la suite affiner le chiffrage et communiquer avec l'URSSAF. Merci Béranger, merci pour ces éléments. Évidemment, on voit bien qu'en matière fiscale, on va entrer quand même dans des particularismes importants et des situations tout à fait spécifiques qui demandent quand même un regard attentif. Alors, qui peut d'ailleurs expliquer l'absence de questions, mais n'hésitez pas évidemment à poser des questions en matière fiscale si vous en aviez très... dans l'immédiat. Sinon, j'aimerais juste peut-être essayer de tirer quelques lignes directrices de ces différentes interventions en rappelant en fait que la situation que nous vivons crée évidemment des risques nouveaux et qu'il faut identifier, que ça impose évidemment à chaque entreprise, à chaque personne de s'arrêter et de regarder un petit peu là où elle peut avoir un risque de conflit. Ce qui est indiscutable, c'est que le niveau des risques de conflit, la conflictualité des situations va augmenter et a déjà augmenté, et qu'il faut donc trouver des modes de résolution. Et de ce point de vue-là, il nous semble en tout cas au cabinet de loi de régaltage que les modes alternatifs doivent absolument être envisagés, donc des médiations, des conciliations, et dont le premier mode de résolution d'un conflit étant la négociation, que ce soit vis-à-vis d'administration ou que ce soit dans une relation contractuelle, évidemment. Simplement, ces modes alternatifs, cette négociation, ces résolutions supposent d'avoir des éléments de levier, d'avoir des éléments pour pouvoir agir, d'où la nécessité d'une analyse juridique quand même précise de la situation. Est-ce qu'on a des clauses? Est-ce qu'on a des éléments de preuve factuels? Est-ce qu'ils sont documentés? De manière à pouvoir effectivement rentrer dans cette négociation ou ce mode alternatif. Encore une fois, il n'y a pas de baguette magique ici. Et évidemment, si ni la négociation, ni les modes alternatifs, donc médiation ou conciliation, ne permettent d'arriver à une solution satisfaisante, on finira dans un contentieux au sens classique. Cela étant, il y a ici aussi la possibilité, si l'enjeu le justifie, d'opter plutôt pour un arbitrage plutôt qu'un contentieux devant une juridiction étatique. De ce point de vue-là, l'arbitrage a un certain nombre d'avantages, notamment en termes de délai, et je pense que c'est un point qui va être très important et crucial pour tout professionnel et pour toute entreprise, c'est que le risque que les
processus juridictionnels, et notamment judiciaires, soient fortement rallongés, fortement complexe en raison de la reprise de l'activité, n'est pas à négliger. C'est un point important et on sait très bien que le temps ici va jouer. Et de ce point de vue-là, on peut penser qu'il va y avoir un recours accru à l'arbitrage pour essayer de maîtriser justement ce temps, voire le périmètre du contentieux lui-même, voir le périmètre du contentieux, puisqu'on sait que les procédures mises en œuvre dans le cadre de l'arbitrage peuvent être assouplies par rapport à la procédure civile ou la procédure d'un contentieux administratif, et donc tant pour la flexibilité que pour le contrôle du temps, qui vont être des éléments importants aujourd'hui pour régler des contentieux, l'arbitrage peut être envisagé. Mais il est clair que si par les modes alternatifs qu'on aura essayé, on n'arrive pas à avoir une solution, il y aura bien des contentieux à envisager et il faudra y faire face. Et dernier point pour terminer, c'est pour le futur, pour demain, les décisions qu'on prend aujourd'hui pour demain. Il semble là aussi, à entendre les différents intervenants de leur retour d'expérience, qu'il faut très clairement porter une attention importante, notamment dans le domaine contractuel, aux clauses que l'on envisage, et notamment aux clauses de règlement des conflits. Peut-être que les faits générateurs d'un conflit vont être identifiés comme une force majeure, comme une impossibilité d'exécuter. Eh bien, prévoir des clauses qui tirent les conséquences de cela en termes de modalités de règlement des conflits permettra au moins de mettre un peu de certitude sur le processus qu'on va mettre en œuvre, alors que nous vivons évidemment dans un monde où le niveau d'incertitude a juste augmenté assez considérablement. Donc voilà pour moi peut-être les quelques lignes directrices qui ressortent de ces différentes interventions, et tout en remerciant donc tous les participants d'être restés derrière leur écran. C'est quand même beaucoup moins convivial que de se retrouver dans une salle, mais peut-être parfois plus facile parce qu'on gagne du temps. Donc en remerciant tous les participants, en remerciant les intervenants, je me permets juste de rappeler donc, que nous avons une série coronavirus et contentieux sur le blog Stage Stratégie, avec une petite saga de publications régulières d'articles qui font le point sur ces différents thèmes, évidemment de manière plus précise. Donc, on vous remercie encore pour votre participation. Nous vous souhaitons une très très bonne journée à tous et certainement à bientôt pour d'autres thématiques. Merci beaucoup.